Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Pourbet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de MSC Croisières en France, qui fait partie du groupe maritime MSC, qui est vraiment un géant du maritime qui fait du transport de marchandises, du transport de conteneurs, du transport de passagers. Il y a aussi beaucoup de services de logistique, du transbordage. Et puis la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la partie la plus connue du grand public, ce sont les croisières. Et MSC est un leader mondial des croisières. Je crois que vous êtes numéro 3 mondial. Absolument. Et on vous repère grâce à vos géants des mers. Il y en a 24 qui transportent chaque année 4,5 millions de passagers vers 300 destinations. Et d'ailleurs, dans quelques jours, vous allez mettre à l'eau le MSC World Asia. Alors, pour donner une idée des bateaux que vous avez, c'est 330 mètres de long, 47 mètres de large, 6700 passagers possibles, 2600 cabines et 2000 membres d'équipage. Alors, on va revenir sur cette course au gigantisme des bateaux, qui est une prouesse technologique, effectivement, mais qui fait aussi beaucoup réagir les écologistes. Donc, vous nous direz comment vous cherchez à verdir vos bateaux, comment vous adaptez au surtourisme. On sait que c'est le sujet du moment dans la croisière. On évoquera évidemment votre stratégie, vos relais de croissance, notamment dans la croisière de luxe. Mais d'abord, parce qu'on sort d'une période de vacances, on va s'arrêter sur les grandes tendances du tourisme. On entend beaucoup parler de pouvoir d'achat aujourd'hui chez les Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat. Est-ce que vous l'avez ressenti dans vos croisières et dans vos réservations à la Toussaint? Alors, pour être honnête, non. Non, pour différentes raisons. D'abord parce que le marché de la croisière en France est encore sous-développé. Comme je le dis toujours... C'est que 3% du tourisme mondial. Oui, et puis en France, le taux de pénétration de la croisière se réduit encore à 1%. C'est-à-dire moins de 600 000 croisiéristes, alors que les Allemands sont près de 2,5 millions, que les Anglais ont dépassé les 2 millions de croisiéristes chaque année. Nous, les Français, on est encore à moins de 600 000. Donc, comme je le dis toujours, les Français adorent la croisière, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Parce qu'ils gardent toute une série de préjugés. Et donc, pour revenir à votre question, il est vrai qu'on est très satisfait des chiffres 2025. On a atteint nos objectifs, on les dépasse même, parce qu'on sent bien que la croisière continue à percer sur le marché français. Et c'est vrai que la question du pouvoir d'achat est une bonne question, mais il faut savoir qu'une des forces de la croisière, et c'est elle qui monte le plus en force ces derniers temps, c'est le rapport qualité-prix. Ce qu'on reçoit comme prestation, comme qualité de prestation à bord est exceptionnel par rapport au prix que l'on paye. Donc les Français sont prêts à payer pour se faire plaisir sur vos bateaux? Absolument, et peut-être aussi, soyons très clairs aussi, certains Français qui ont leur budget et qui fréquentaient certains endroits qui ont terriblement augmenté, certains lieux de tourisme qui ont terriblement augmenté en termes de prix, eh bien, ils ne veulent pas faire de concessions sur les qualités de service et ils retrouvent dans la croisière, finalement, pour des prix plus modestes, une qualité de service qu'ils ne peuvent plus avoir dans d'autres clubs ou dans d'autres hôtels partout dans le monde. Parce que vos concurrents, finalement, c'est quoi? C'est le camping, ce sont les vacances dans les maisons de famille, c'est les parcs d'attractions. En fait, c'est ça un peu votre écosystème? Oui, alors le camping, je ne le mettrai pas en tête, mais oui, il y en a pas beaucoup augmenté. Mais aussi, exactement. Les campings sont devenus tout à fait. Des lieux... Mais vous pointez du doigt, par contre, un très très bon élément, c'est qu'en effet, aujourd'hui, notre compétition, ce ne sont pas les autres compagnies de croisière, ce sont les clubs, ce sont les hôtels, en fait, qu'aujourd'hui les Français fréquentent beaucoup, en n'ayant pas encore fait ce premier pas vers la croisière. Alors comment on fait pour les amener à la croisière? Alors on communique énormément, je dois vous dire, on a l'impression, nous, de répéter toujours la même chose, mais c'est vrai qu'on doit continuer à l'expliquer, casser ces idées préconçues de la croisière. Juste quelques chiffres pour comprendre. Il faut savoir que 80% des Français qui partent en croisière repartent en croisière dans les 3 ans qui suivent. Et dans ces 80%, 70% décident même, ont l'intention de repartir en croisière l'année d'après, directement. Donc on voit que, comme je le disais, une expérience à découvrir. Alors la croisière, vous le disiez, se porte bien. Dans le monde, plus 9% de passagers de croisière en 2024. Qu'est-ce qui attire tant, au-delà du rapport qualité-prix que vous soulignez tout à l'heure? L'évolution du produit aussi. C'est vrai que vous parliez de course au gigantisme. Je conteste, parce que ce n'est pas vraiment la stratégie des compagnies. Vous avez quand même des gros bateaux. Absolument, mais ce n'est pas une course au gigantisme. Le but des compagnies, et des MSC aussi en particulier, est d'arriver à
à la maturité du produit que nous avons voulu mettre en place. Et pour arriver à cette maturité, il faut un bateau d'une certaine taille. D'ailleurs, si on regarde les prochains bateaux qui vont sortir, ils ne sont pas plus grands. Mais on est arrivé maintenant à un concept de navire où l'on retrouve suffisamment d'activités à bord, 12 restaurants, 21 bars, 2 salles de spectacle, sur le World Europa, une piste d'autotamponneuse, un parc aquatique, enfin une multitude d'activités. Aujourd'hui, pour partir une semaine en croisière, est-ce qu'il en faut plus ? Je pense que non. Donc on est arrivé à la maturité. De bateaux plus gros. Alors, ça pourra toujours arriver. C'est du côté des Américains, parfois, ils vont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, et en ce qui concerne le produit croisière tel que l'on désire le développer en Europe et en France en particulier, on est arrivé, je pense, vraiment à une certaine maturité. On offre tellement d'activités à bord qu'aujourd'hui, aller au-delà encore aurait sans doute un peu moins de sens. Alors aujourd'hui, vous avez 300 destinations à peu près, essentiellement en Europe. Quelles sont les destinations phares? Où est-ce que les gens veulent aller quand ils viennent sur vos bateaux? Alors l'Europe, évidemment, c'est le plus important pour les Français aussi, et je dirais même le départ de Marseille. Il faut savoir que... Oui, parce que MSC, c'est la Méditerranéenne Sea Company. C'est la Méditerranée Sea Company, ça c'est notre ADN, très clairement. Hein. Donc pour revenir 2 secondes sur l'histoire des MSC et de cette belle compagnie, elle est très particulière parce que, d'abord, elle est purement européenne. Et dans un monde de la croisière qui était très américain jusqu'il y a peu, cette petite compagnie MSC qui a pris une taille aujourd'hui très importante. Nous sommes devenus le 3e acteur mondial, mais nous sommes de loin le numéro 1 en Europe. Nous sommes le numéro 1 en France également. Plus d'un Français sur 2 qui part en croisière, c'est avec MSC. Donc on a eu cette pénétration sur l'Europe un peu plus tardive que le marché américain. J'ai envie de dire qu'on a pris tout ce que les Américains ont intelligemment réinventé. Et donc quelles sont les destinations qui marchent le mieux Et aujourd'hui, les destinations qui marchent le mieux, bien évidemment, c'est d'abord la Méditerranée, parce que l'accès au port est important. C'est pour ça que je citais Marseille. Plus d'un Français sur 2 qui partent avec nous en croisière part au départ de Marseille. Là, c'est vraiment là qu'on a le plus de passagers. Mais bien sûr, on ne s'arrête pas là. Nous avons des destinations partout dans le monde. Il y a la Méditerranée occidentale, la Méditerranée orientale. On va faire les îles grecques, la Turquie. Mais on va bien au-delà. Tout l'hiver, on est dans les Caraïbes. On est présent aux Antilles françaises. Omniprésent, j'ai envie de dire. Les Caraïbes au départ de Miami, parce qu'on est maintenant de plus en plus présent aux États-Unis, malgré tout aussi. En Asie, aux Émirats d'Arabes Unis l'hiver, et bientôt en Alaska. Alors on va revenir sur toutes ces stratégies de croissance, et ces relais de croissance, mais peut-être un mot sur les tendances de la croisière. On parle beaucoup du slow tourisme, on prend son temps là où on va. Vous faites des escales de quelques heures dans les villes, donc comment vous vous adaptez quelle est la durée moyenne d'une croisière aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la moyenne d'une croisière, c'est vraiment 7 jours. C'est le tempo, je vais dire, qui est choisi par nos passagers. On a des croisières plus longues également, mais c'est vraiment la grande majorité des croisières, c'est 7 jours. Quand vous dites slow tourisme, je crois qu'aujourd'hui, la croisière participe aussi. Alors ça paraît un peu bizarre, parce que comme vous dites, on n'est pas si longtemps à chaque escale. D'abord, il faut savoir qu'MSC étant une compagnie européenne, nos escales sont les plus longues. On est là vraiment de début de la matinée jusqu'à la soirée, à fin de journée. Donc c'est quand même une bonne journée entière dans la majorité de nos escales. Et puis aujourd'hui, le produit, ce ne sont plus que les escales. Aujourd'hui, le produit croisière et le désir de partir en croisière, c'est de découvrir, ce sont les escales, pour la moitié, je dirais, de l'intention, mais l'autre partie, l'autre intention, l'autre moitié, c'est la vie à bord. Ouais. C'est pour ça que je vous expliquais le développement du concept. De plus en plus, on a des passagers français ou d'autres nationalités qui disent à certaines escales, je suis ici, j'ai déjà vu, je vais rester à bord, je suis tellement bien, et puis je voudrais tester le parc aquatique, je voudrais aller prendre le tea time à certains moments en fin de journée. Et alors à bord, justement, il y a de nouvelles tendances. Hein. Il y a des croisières rencontres, des croisières à thème, des croisières culturelles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore comme type de croisière ? Alors écoutez, si je prends la dernière thématique qu'on a mis en place l'an dernier et qui continuera cet hiver-ci, par exemple, aux Antilles, on a nos croisières au départ de Fort-de-France pendant tout l'hiver, c'est 20 départs. Eh bien, on a poussé vraiment le concept de thématique sur toute la saison. On est aux Antilles, on est aux Caraïbes, on a envie de baigner dans l'ambiance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Bien, on a carrément un festival de musique avec un line-up sur chaque croisière. Une croisière musicale. Sur chaque croisière, toute la saison, on a une activité avec des orchestres locaux de la Martinique, de la Guadeloupe, qui vont meubler, j'ai envie de dire, apporter cette animation supplémentaire sur toute la saison d'hiver.
Alors, on va parler un petit peu de l'empreinte environnementale de la croisière. C'est un sujet sur lequel vous êtes régulièrement attaqué, avec des défis immenses, notamment la transition écologique, le surtourisme. Est-ce que, face à toutes ces attaques, le business de la croisière a encore de l'avenir ? Absolument. Quand vous me dites oui, c'est vrai qu'on est souvent montré du doigt, injustement, je le pense bien souvent par méconnaissance, tout simplement, qu'on soit même attaqué, c'est bien normal. C'est bien normal, on doit être interpellé sur ces sujets et on l'accepte avec beaucoup de responsabilité, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas du tout un sujet qui va nous démoraliser, j'ai envie de dire quelque part, parce que c'est une formidable quête en fait. Il faut savoir que, bon, bien sûr, on avait une situation, on a cette route de la transition en fait, finalement. Et c'est ça qui est important. Comme je le dis souvent, nous sommes des transitionnistes hyperactifs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on travaille énormément avec les chantiers de l'Atlantique. On pourra aborder ce sujet parce qu'on est un vrai partenaire des chantiers de l'Atlantique. Et les chantiers de l'Atlantique nous aident énormément en développant des nouvelles technologies qui aident dans ce parcours de la transition. Et pour reprendre la feuille de route, j'ai envie de dire, qui est une feuille de route qui est très claire, c'est que sur l'année de référence qui est 2008, on s'est engagé d'ici 2050 à être zéro Et alors comment on fait ? Parce qu'on parle beaucoup du GNL, du gaz naturel. Voilà, exactement. Ce sont toutes les étapes. Donc déjà, juste pour vous dire, donc, il y avait une première étape qui était prévue, qui est à l'horizon 2030, de réduire déjà de 40%. Oui. Le chiffre fin 2023, parce que nous traçons ça de façon très précise, on est déjà à moins 38%. Donc vous avez atteint vos objectifs. On est déjà très proche du premier objectif des 40%. Pour y arriver, on doit jouer sur une multitude de choses. On a 3 grands piliers. Le premier pilier, d'abord, c'est de réduire la consommation, ce qui est évidemment mathématiquement réduit. Donc, on a revu les itinéraires. Pas besoin de faire de très longues distances entre les escales pour pouvoir avoir une magnifique croisière, surtout en Méditerranée, qui est très très riche, aucun problème, on arrive à réduire la vitesse. Un bateau peut naviguer à 21 nœuds, on navigue en moyenne à 14 nœuds. Donc vous voyez, on a réduit la vitesse. Ça réduit la consommation ? Ça réduit drastiquement la consommation. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est toutes les avancées technologiques. Et donc là, en effet, on a beaucoup d'éléments, et vous parliez du GNL, c'est évidemment un élément important. C'est sur la route de la transition, c'est pas une fin en soi. On nous dit parfois, oui, le GNL n'est pas suffisant. Mais bien sûr, on le sait. Mais donc derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Pourquoi le choix du GNL ? Le GNL, d'abord, tout de suite, le gaz par rapport au fuel, c'est 20 à 25% de réduction de CO2, immédiat. Bon, on prend, évidemment. Mais ce qui est important, c'est qu'avec des moteurs qui tournent au GNL, donc un gaz, on est capable de brûler d'autres gaz. Et ça, dès maintenant, nous sommes capables de brûler du GNL de synthèse, les biocarburants. Et d'ailleurs, on a fait un test avec le World Europa, on a fait un test entre Saint-Nazaire et Copenhague, une croisière de 3 nuits. On a fait cette traversée uniquement sur des gaz de biocarburants. Donc la prochaine étape, c'est quoi ? Parce qu'on commence à voir maintenant des bateaux avec des voiles, maintenant, des bateaux de croisière de voiles. Est-ce que ça, c'est viable ? Est-ce que c'est... Alors, ça pourrait... trop futuriste ? Non, pas du tout. Alors ça existe. Alors pour nous, pour la taille de nos bateaux, c'est quand même, ça apporte peu par rapport à d'autres technologies qui sont prioritaires. Nous, aujourd'hui, le grand sujet, ce sont des bateaux avec des énergies hybrides. Alors avec le MSC, on l'a fait avec le World Europa, on a fait un premier test avec une pile à combustible au GNL. Ça apportait 150 kW. C'était pas mal, mais c'était tout petit. Mais ça montrait déjà un peu une évolution. Là, maintenant, il faut comprendre, alors pas avec MSC, mais avec Explora Journeys, notre compagnie de luxe, on a commandé, donc ce n'est plus de la théorie, c'est signé. On a commandé 2 bateaux qui sortiront en 2027 et 2028, qui seront hybrides, GNL et pile à combustible à l'hydrogène. Juste pour vous faire comprendre. Oui, on va essayer d'avancer un petit peu pour être pas trop technique, pour les gens qui nous suivent. Mais est-ce que ça suffit à convaincre, par exemple, les villes de continuer à vous accueillir ? On voit que Barcelone ferme des terminaux de croisière, que certaines villes refusent que les passagers débarquent. Ça va suffire pour alors, 2 éléments. Votre futur ? J'en suis totalement convaincu de 2 éléments. Je reviens pour finir mon petit calcul avec la pile à combustible à l'hydrogène. Cette pile à combustible génère 6 mégawatts pour les bateaux Explora, un peu plus petits, 900 passagers. 6 mégawatts, c'est toute l'énergie dont le bateau a besoin hors propulsion, quand il est. Donc ça veut dire qu'à n'importe quelle escale, il peut fonctionner uniquement avec la pile à combustible hydrogène. Ça veut dire 0 émission. Ça veut dire qu'avec ces bateaux-là, quand ils seront à l'arrêt n'importe où, ils sont plus propres que l'hôtel qui est en face. Et donc ça veut dire que le problème de l'électrification des quais, qui était un des grands sujets... C'est mon deuxième point.
Alors l'électrification des des quais, c'est permet évidemment... de ne pas faire tourner les moteurs des nuits entières. C'est très important. Où est-ce qu'on en est là? Alors ça avance, ça avance. Donc parce nous, on est très Il demandeurs. y a que 20% des ports aujourd'hui qui sont équipés. Aujourd'hui, mais c'est suffisant. Voilà, alors il y a une échéance à 2030 où il est demandé en effet à toutes les destinations d'être équipées. Alors je vais tout de suite vous parler du premier test qu'on a fait hier, c'est pas compliqué, au Havre, où on a branché pour la première fois un de nos bateaux sur l'électrification qui vient d'être installé au Havre. Donc ça y est, c'est efficace, ça fonctionne, c'est immédiat. Sur Marseille, c'est prévu. Il faudra attendre le début 2026, mais nous allons pouvoir connecter tous nos bateaux qui vont fréquenter Marseille, et pour nous, c'est notre plus important port, vont se connecter directement. Et donc, pour expliquer aux téléspectateurs, ça veut dire que le bateau arrive, on coupe les moteurs, on se branche sur l'électricité EDF. Comme une voiture électrique. Comme une voiture électrique. Et la force de la France... Il en faut, là, de l'électricité. C'est 10 mégawatts. Je peux vous dire que ce n'est pas une petite prise. Il faut une centrale nucléaire, là. Ce n'est pas une petite prise, mais elle génère cette puissance-là. Et ce qui est important, c'est qu'en France, en plus, c'est 99% propre, parce que nucléaire, vélique et solaire. Une question très rapidement. Vous avez signé en 2022 une charte de bonnes pratiques avec d'autres armateurs qui opèrent en Méditerranée. En 3 mots, en quoi ça consiste? Justement, ça veut dire qu'on s'engage à, quand les équipements sont disponibles, à se brancher sur la prise, de réduire la vitesse quand on rentre dans les ports. Il y a toute une série de mesures, certaines plus techniques que d'autres, mais c'est un engagement quand même très fort qui va au-delà de toutes les réglementations existantes aujourd'hui. Et on s'y est engagé. Alors on va avancer un petit peu sur MSC et votre stratégie propre, puisque Gaëtan disait vous avez une flotte de 24 bateaux, bientôt 25. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est en construire d'autres ou c'est essayer d'augmenter, enfin de faire dépenser vos passagers un peu plus, voilà, dans cette idée de limiter le trafic aussi dans les zones où vous opérez? Quels sont vos leviers de croissance? Alors nos leviers de croissance aujourd'hui, c'est qu'on est encore un tout petit sur certains marchés. Je parlais du marché français qui doit complètement se développer. Si on le compare à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, on devrait faire x3, x4 avant d'arriver à la maturité de ces marchés-là. Donc il y a un potentiel de croissance formidable en France. Si on va au-delà, aujourd'hui, si on regarde le marché mondial de la croisière, qui représente à peu près 35 millions de croisiéristes, on estime à 2027 40 millions, la moitié du marché mondial, c'est le marché nord-américain. Donc aujourd'hui, sur le marché nord-américain, on n'est pas très présent. Nous sommes une compagnie européenne, je le disais, grande caractéristique. Nous sommes une compagnie familiale en plus, donc on a ces caractéristiques tout à fait étonnantes pour une compagnie. Et donc bien sûr qu'aujourd'hui, ayant conquis, je dirais, une partie de l'Europe déjà, aujourd'hui notre conquête, c'est de prendre une petite part du marché américain. Et donc ça, très clairement, on est très présent à Miami. On investit énormément pour y arriver. Par exemple, nous venons de construire, on l'a inauguré au printemps de cette année, un terminal à Miami. Alors, je le dis avec un petit sourire, parce que quand même, Miami, c'est la capitale mondiale de la croisière, c'est la capitale, la fierté des Américains, et c'est nous, compagnie européenne, qui venons de construire le plus grand terminal qui peut accueillir 3 navires, gérer les flux de 35 000 passagers, avec des équipements au-delà de ce qu'on fait avec... Ça coûte combien de construire un terminal? C'est un demi-million quand même. Un demi-milliard, pardon. Et alors, justement, pour continuer sur votre modèle économique, construire des bateaux aussi, alors combien de temps ça prend de construire un grand bateau? Alors l'aventure entrepreneuriale sur la construction des bateaux, voilà, alors 2 ans pour construire un bateau, pour vous répondre directement. Et 1 milliard à peu près 1 milliard, un peu plus d'1 milliard sur un Class World. Comment on rentabilise 1 milliard? C'est quand même considérable. Il faut quand même beaucoup de passagers pendant très longtemps. En combien de temps est-ce qu'on peut amortir ça? Les ratios sont là, on l'amortit sur 30 ans à peu près. Et puis, en termes de construction de navires, ce qui est important de noter, c'est que pour arriver à construire les bateaux tels qu'on les construit pour MSC, ça demande un savoir-faire, ça demande une rigueur, parce qu'on est très pointu. Notre armateur est un marin lui-même. Donc lui-même, il se penche sur les plans des navires et il négocie avec les chantiers pour arriver à ce que l'on veut exactement. Et donc là, on a trouvé, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, une collaboration avec les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. J'aime en parler parce que c'est une vraie fierté. On parle souvent de l'aéronautique et de ce pilier aéronautique français, mais on a un deuxième pilier. Alors, il n'est pas aussi grand, il n'est pas aussi fort, mais le pilier naval français, il est incroyable. Il faut le mettre en avant, j'insiste toujours. Alors on voit des images ici de votre et il est compétitif. Et il est compétitif, parce qu'on parle beaucoup maintenant des chantiers chinois, des chantiers coréens qui sont très puissants.
Aujourd'hui, la force de frappe de la construction de la croisière, ce sont les chantiers français, pas que d'ailleurs, ce sont les chantiers européens, les Allemands, les Italiens, mais aujourd'hui, même tous les bateaux construits pour le marché américain ont été construits en Europe. Les Chinois commencent, ce sont seulement les premiers balbutiements de construction de bateaux de croisière. Ils n'ont pas encore toute cette technologie qui existe en France. Et ça ne va pas nous arriver dessus, comme ça est arrivé avec les automobiles, avec la pharmacie, avec tous les secteurs industriels. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a une fierté là, comme l'aéronautique, en effet. Et donc il y a une avance, clairement. Je pense qu'il faut bien soigner cet outil industriel français. Il faut lui apporter toutes les... Il est menacé aujourd'hui ? Non, pas du tout, je ne pense pas. Mais donc il faut surtout, en effet, en être fier, j'ai envie de dire, en parler davantage pour le mettre un peu en avant et en exergue. Mais grâce à cette complicité, j'ai envie de dire, même entre les chantiers et nous, ça nous a permis de développer des technologies. Les chantiers nous ont proposé, je parlais de cette pile à combustible au GNL, ce sont les chantiers qui nous ont proposé ça. Ben, on a dit, OK, si ça peut aider à la transition, on y va, on investit. Alors, vous avez, au-delà de vos bateaux historiques, des nouveaux bateaux, une nouvelle marque qui s'appelle Explora Journeys, qui se veut être le luxe en mer. Alors, je regardais 460 suites, 5 piscines, 6 restaurants. En quoi est-ce qu'ils sont vraiment différents des méga paquebots que vous avez déjà ? Alors, ils sont déjà très différents en taille, même si quand même le bateau l'Explora est quand même un grand bateau de 250 mètres de long. Sur les tout grands, on est à 330 mètres de long, mais surtout beaucoup plus large, 47 mètres de large. Là, on est vraiment dans une taille quand même plus réduite, mais de nouveau avec une taille suffisamment importante pour offrir tout le confort du concept de palace. Alors j'aime bien prendre la comparaison avec le palace parce qu'en France, il existe cette catégorie palace, qui est une catégorie avec des critères d'hôtellerie définis par Atout France, hein, donc officiels. Et donc, en France, il y a 32 palaces. Il y a la moitié à Paris, l'autre moitié un peu partout en France. Si on regarde tout ce qu'on apporte sur la catégorie Explora Journeys, on coche tous les critères de cette catégorie palace, en fait. Et donc, c'est ce qui explique le développement. Alors, ce qui est intéressant... C'est rentable, ça, d'avoir un palace flottant pour quelques happy few, on va dire. 900 passagers, quand même. Donc, c'est ce qui fait un peu la qualité du produit, j'ai envie de dire, et sa rentabilité, quelque part. Mais de nouveau, ça permet d'offrir un espace suffisant. Et oui, il y a un marché. Aujourd'hui, vous parliez du marché mondial, en effet, en croissance de 9%. Sur le marché de ce qu'on appelle l'ultra-luxe, la croissance est de 30% aujourd'hui. Et comme on le voit, nous ne sommes pas les seuls à investir sur ces bateaux de grand luxe. D'autres, des compagnies hôtelières également, investissent. Et aujourd'hui, en effet, je pense qu'on pense réellement qu'il y a un marché et on le voit bien. Donc le fonctionnement est là pour le prouver. Alors, je vous disais tout à l'heure, sur un bateau, il y a des milliers de salariés. C'est 2000, hein, sur les très grands, plus de 2000 même. Un ratio d'un membre d'équipage pour 3 passagers. Alors sur Explora, c'est quasiment un membre d'équipage par passager, mais sur MSC, c'est... Alors, les hôteliers, les restaurateurs se plaignent sans cesse de ne pas avoir suffisamment de personnel, d'avoir beaucoup de mal à en trouver. Comment ça se passe sur les grands bateaux ? Alors pour nous, c'est évidemment un challenge aussi grand que la construction des bateaux de croisière, puisque quand on construit en 20 ans 20 bateaux, évidemment, il fallait derrière d'avoir les équipages pour pouvoir fournir le service à bord. Eh bien, dès le début, j'ai envie de dire, de l'aventure, nous avons investi dans des écoles hôtelières. Alors loin de l'Europe, en Indonésie, nous avons nos propres écoles hôtelières et on travaille aussi avec d'autres écoles qui ne nous appartiennent pas, un peu partout dans le monde finalement. Mais là, par exemple, en Indonésie, on a une école hôtelière. Un jeune Indonésien, il peut rentrer dans cette école avec évidemment toute cette formation qu'elle lui a apportée et en plus la garantie d'avoir un job derrière. Donc c'est vraiment un win-win entre les deux. Alors vous avez votre propre école hôtelière et il paraît que vous avez aussi votre propre île. Absolument. Alors ça, à quoi ça sert ? Ça fait partie de l'aventure, comme je le disais. Donc l'aventure croisière, aujourd'hui, elle est complète à 360 degrés. Les destinations, également le navire. Et quand on a une île privée comme la nôtre, c'est Ocean Cay, aux Bahamas. Ouais. On a, alors c'est une magnifique aventure parce que ne sommes pas les seuls à avoir une île. Les croisiéristes ont ça. Mais nous, on a eu une approche quand même très différente. Les compagnies américaines ont fait des parcs d'attractions, des îles parcs d'attractions. Ça n'a pas du tout été notre approche. Nous, on a en fait négocié avec les Bahamas une île qui était en fait un site industriel. Elle était complètement détruite, cette île, il n'y avait plus rien. Une île de quelle taille ? J'ai plus le nombre d'hectares, mais non, il y a quand même 7 plages aujourd'hui différentes, et donc c'est quand même une île. Mais on l'a complètement réaménagée, on l'a en fait complètement réhabilitée. On a planté 15 000 arbres à bord, et surtout, on a mis en place un centre de recherche de conservation marine sur l'île, où on plante du corail. Et on a une nurserie
pour développer du corail. Donc une expérience complètement différente de l'approche finalement américaine. Et bon, alors le joint est l'utile à l'agréable, parce qu'il y a quand même 7 plages sur l'île, c'est paradisiaque bien évidemment, mais il y a cette approche très liée à la nature et on peut aller la découvrir quand on est en escale à Ocean Cay. Pour terminer cette émission, alors peut-être une question sur vous, Patrick Pourbet, parce que vous, en tant que patron, vous avez traversé beaucoup de crises. On a eu celle du Covid, où tous les bateaux étaient à l'arrêt. Il y a des tensions géopolitiques aujourd'hui entre les grandes puissances mondiales. Quelles leçons de management vous en tirez au quotidien, dans l'animation du groupe et de vos équipes ? Alors je dirais pour nous en tout cas, et surtout évidemment j'ai un œil très croisière depuis des décennies, parce que je suis dans ce secteur depuis de très nombreuses années, la flexibilité, c'est la force du produit croisière, j'ai envie de dire. C'est vrai, vous parliez des crises géopolitiques, on en a une, et elle est toujours en cours d'ailleurs, on ne peut plus naviguer en mer Rouge aujourd'hui à cause des attaques des Houthis, c'est pas possible, donc on ne peut plus passer le canal de Suez, et donc on casse quelque part une route qui était importante pour nous. Mais on a déplacé les bateaux, on les a placés sur d'autres destinations et ça n'a pas du tout impacté finalement notre rentabilité. Donc cette flexibilité permanente, cette attention permanente aussi, parce que justement quand on est flexible, il faut pouvoir être très réactif et de suivre les affaires de très très près. Donc je pense que c'est un peu le secret de la réussite du monde des croisières. Et est-ce que vous faites vous-même, vous allez voir un peu ce qui se fait chez les concurrents, est-ce que de temps en temps... D'abord, est-ce que vous tentez l'expérience client sur vos propres bateaux avec un œil très critique? Il y a des grands patrons qui font ça, qui inspectent leurs magasins, leurs usines. Et est-ce que vous allez chez les concurrents, voir ce qui se passe, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Alors chez les concurrents, pas tellement, finalement, on est resté un peu chez nous. Vous êtes mieux chez MSC. Voilà, oui. Et après, par contre, chez nous, oui, on le fait régulièrement. Et puis même par plaisir personnel, en famille, j'ai mes enfants et mes petites filles qui me le demandent. Il paraît que vous courez sur les bateaux aussi, vous faites le jogging. Et on court sur le bateau, bien sûr. Bien sûr, on a une très belle piste de jogging qui fait plus de 300 mètres de long. C'est le dire, le nombre d'activités qu'on peut faire. Exactement, et un centre de fitness incroyable. Merci, cette émission est maintenant terminée. Merci Patrick Pourbet d'être venu nous voir. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le Figaro TV et sur le site du Figaro. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.